Salut YouTube, c'est JP de Top Factory. Ils nous impressionnent par leur taille imposante et par leur puissance dévastatrice. Les volcans ont longtemps été la source de croyances populaires, de punitions divines ainsi que de nombreuses légendes et il faut avouer que sur ce coup, c'est un petit peu justifié. Une éruption volcanique ça fait généralement pas mal de dégâts. Mais avant d'en vouloir à nos divinités, il serait peut-être bon d'en apprendre davantage sur nos cracheurs de lave et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce top 10 des choses à savoir sur les volcans et croyez-moi, ça va être chaud. On va commencer par la base, un volcan, comment ça marche? Il faut le voir comme une sorte de trou qui relie la croûte terrestre d'une épaisseur moyenne de 30 km au manteau terrestre qui est composé de plusieurs couches allant jusqu'à une profondeur de 2900 km sous la surface. Dans ces couches se trouve le magma qui est un mélange pâteux de roches en fusion et de gaz. Une partie de cette matière a tendance à remonter et s'accumuler dans des réservoirs plus ou moins grands dans la croûte terrestre. On appelle ça des chambres magmatiques. Et comme n'importe quel récipient, plus vous le remplissez et plus la force exercée sur ses parois est élevée, phénomène connu sous le nom de pression. Une fois les limites atteintes, la chambre magmatique n'a alors pas d'autre choix que d'expulser vers la surface son contenu, et formera donc le volcan qu'on connaît sous plusieurs formes, mais on verra ça plus loin dans la vidéo si vous le voulez bien. Les dangers d'un volcan. Rassurez-vous, je vais aller plus loin que le simple fait que la lave, c'est chaud. Certaines éruptions volcaniques forment des nuages de cendres et de gaz dévastateurs qui sont la source de nombreux décès suite aux difficultés respiratoires que ces nuages occasionnent. Plus grave encore, ces cracheurs de lave peuvent provoquer, parfois longtemps après l'éruption, des tremblements de terre et des tsunamis que nous savons malheureusement très meurtriers. Mais revenons à notre nuage de cendres et de gaz. Dans le cas où celui-ci atteindrait une taille suffisamment grande, il empêcherait une partie des rayons du soleil d'atteindre la surface terrestre et est donc capable de modifier de quelques dixièmes de degré la température globale de la Terre. Cela peut paraître insignifiant, mais un changement brutal de la température, si petit soit-il, aura toujours un énorme impact écologique, que ça soit à court ou à long terme. Des éruptions volcaniques, il y en a très régulièrement partout dans le monde. L'une d'entre elles a marqué l'histoire au fer rouge et c'est peu de le dire. L'île de Lombok en Indonésie abrite la caldeira Segara Anak, une sorte d'immense chaudron que voici, qui est aujourd'hui rempli d'eau et a formé le lac du même nom. Et bien ce magnifique paysage est tout jeune, il aurait tout juste un petit peu plus de 750 ans. Il y a longtemps, au même endroit, se situait le volcan Samalas, un monstre d'une altitude de 4200 mètres et de 9 km de diamètre. En 1257, ce dernier entre en éruption et pas qu'un peu. Son nuage de cendres aurait atteint l'altitude folle de 43 km et aurait été propulsé du cratère, des gaz, des cendres et des blocs de roche dans un rayon de 25 km autour du point d'éruption. Subissant les effets d'une trop puissante dépressurisation, la chambre magmatique sous le volcan s'effondre et fait chuter brutalement le Samalas d'une altitude de 4200 mètres à l'altitude actuelle de 3726 mètres. Un peu comme si vous étiez face au Mont Blanc et que vous le voyez d'un coup faire une chute de quasi 500 mètres. Le plus grand volcan sur Terre est le Mauna Loa, situé sur l'une des îles d'Hawaï. Il culmine à près de 4200 mètres au-dessus du niveau de la mer, mais si on le mesure depuis sa base enfoncée profondément dans le plancher océanique, il atteint la hauteur de 17 000 mètres. Et même en se concentrant uniquement sur la partie visible, donc en le mesurant à partir du fond de l'océan, il atteint la hauteur de 9 km, soit plus que le mont Everest. Et en plus de son titre de plus grand volcan du monde, obtient donc la médaille d'or de la plus haute montagne du monde. Mais ce n'est pas tout, vous me connaissez, moi qui adore l'espace, je vais vous emmener sur Mars. C'est là que se trouve le plus grand volcan connu qui a été baptisé le mont Olympe. Il est large de 648 km et haut de 22,5 km. Et malgré que l'activité volcanique sur Mars soit aujourd'hui quasi nulle, on estime que les dernières coulées de lave du mont Olympe ne sont pas plus vieilles que 2 millions d'années. Il est donc possible que ce géant soit encore en activité à l'heure d'aujourd'hui. On a vu tout à l'heure son fonctionnement, mais y a-t-il des facteurs géologiques favorisant la formation d'un volcan? La réponse est oui. Déjà, il faut savoir que 9 volcans sur 10 se forment sur les bords des plaques tectoniques, qui sont en gros les pièces de puzzle géants qui représentent la croûte terrestre. Ces plaques bougent de quelques centimètres par an, elles se frottent entre elles, mais leurs bords ne sont pas réguliers. Il y a même carrément des endroits où deux plaques ne se touchent pas, ou presque. On appelle ça une zone de divergence. Et forcément, s'il y a de l'espace entre deux plaques, ça laisse le champ libre au magma de remonter
monter beaucoup plus facilement, de s'accumuler dans des chambres magmatiques, et boum, ça fait un volcan. Ce phénomène est particulièrement visible au niveau de la ceinture de feu du Pacifique, qui représente les limites des différentes plaques autour de l'océan du même nom, soit environ 40 000 km sur lesquels sont répartis pas moins des 3/4 des volcans de la planète. C'est d'ailleurs sur cette ceinture qu'on trouvera également le Japon, connu pour son activité volcanique et sismique intense, ainsi que les fosses océaniques les plus profondes sur Terre. Est-ce qu'un volcan serait à l'origine de la Révolution française de 1789? Intriguant comme question, non? Explication. En 2010, un volcan islandais entre dans une éruption qui durera plusieurs mois et occasionnera au passage des pertes financières supérieures aux milliards d'euros. Vous vous souvenez? Eh bien, ce volcan fait partie d'une chaîne en fait, qui compte plusieurs de ces cracheurs de lave. L'un d'entre eux, le Laki, est également entré en éruption en 1783, une éruption qui durera quand même 8 mois, et pendant tout ce temps propagera sur toute l'Europe un épais nuage de poussière de dioxyde de soufre, connu pour altérer le bon fonctionnement de l'atmosphère et bloquer une partie du rayonnement solaire lorsqu'il se trouve en grande quantité en haute altitude. Les premiers constats ne se font pas attendre. Hausse du taux de mortalité autant chez les populations que dans les élevages de bétail, météo capricieuse, une baisse importante des températures qui sera extrêmement nuisible à l'agriculture et j'en passe. Benjamin Franklin, qui était de passage en France à cette époque, put constater un certain lien entre le nuage volcanique et la baisse brutale des conditions de vie du peuple. Du côté des communautés scientifiques et historiques, les avis sont mitigés. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça peut être pas mal comme débat. N'importe qui à qui on dit le mot volcan va certainement s'imaginer un truc qui ressemble plus ou moins à ça, alors que c'est une forme parmi beaucoup d'autres. Enfin, beaucoup, pas des dizaines non plus, hein. Par exemple, il y a les stratovolcans. C'est les plus équilibrés de tous entre le diamètre de leur base et leur hauteur. Ils sont facilement reconnaissables grâce à leur forme conique, comme le mont Fuji ou le Vésuve. Difficilement détectable, il existe également le type volcan fissural. Comme son nom l'indique, c'est une grande fissure dans le sol par laquelle de la lave jaillit, tout comme le Laki, cette grande fissure volcanique qui compte plusieurs cratères, en rapport avec la Révolution française que je vais de citer en numéro 5. Et enfin, il y a les volcans boucliers. Le nom a été choisi en fonction de leur forme qui fait penser à un bouclier couché sur le sol. Le diamètre de leur base est souvent énorme contre une hauteur relativement basse. Et j'insiste sur le relativement car le Mauna Loa d'Hawaï et le mont Olympe sur Mars sont des volcans boucliers et si vous vous souvenez du numéro 7, ils sont aussi les 2 plus grands volcans connus à ce jour. Une roche volcanique est le fruit d'un refroidissement d'une matière en fusion issue d'un volcan, et contrairement aux idées reçues, le résultat final n'est pas forcément une roche sombre et triste telle que le basalte. Afin de vous prouver mes propos, je vous invite à me suivre une nouvelle fois à Hawaï, au volcan Kilauea plus précisément. Ce dernier a la particularité d'avoir une lave extrêmement fluide qui, une fois le processus de refroidissement entamé, a tendance à former des magnifiques filaments dorés qui ont d'ailleurs été baptisés Cheveux de Pélé, qui est la déesse des volcans hawaïens. Mais gare à vous si vous aviez la chance de manipuler un jour, cette fine roche volcanique est aussi coupante que du verre. Elle est tellement légère qu'elle est balayée par les vents forts de la région jusqu'à se répandre dans les cultures environnantes, et donc ruiner les récoltes des populations locales. Bref, tout ce qui brille n'est pas or, comme on dit. Ceux qui me suivent savent que j'aime bien tout ce qui est chiffres, statistiques, records, et les volcans ne vont pas échapper à la règle. Par exemple, l'éruption volcanique officiellement reconnue la plus meurtrière en termes de victimes humaines est celle du volcan indonésien Tambora en 1815, qui affiche le triste record de presque 100 000 morts. Et en sachant qu'il y a environ 60 éruptions volcaniques par an et dans le monde, heureusement qu'elles ne sont pas tout aussi dévastatrices, et c'est également relativement peu en comparant cette statistique avec le nombre de volcans actifs sur la planète, qu'on évalue à petit peu plus de 1500, et encore ici on ne parle que des volcans sur les terres. Du côté des volcans sous-marins, il n'y a pas de données exactes, mais leur nombre avoisinerait les 300 000. Et heureusement, grâce au fait que la plupart sont situés en très basse profondeur, les coulées de lave sont rapidement refroidies et figées grâce à la pression titanesque du volume d'eau.
Le terme supervolcan n'est pas ce qui se fait de plus scientifique. En effet, c'est un terme complètement inventé et devenu populaire depuis la diffusion de docu-fiction de la BBC en 2005. Quoi qu'il en soit, ils existent, mais c'est quoi juste un supervolcan? C'est un volcan, ou plutôt un site volcanique, capable de produire des éruptions d'une puissance assez grande pour provoquer des dommages climatiques à une échelle continentale, voire planétaire. Il en a existé des dizaines tout au long de l'histoire de la planète, et à l'heure d'aujourd'hui, on en dénombre 4 toujours actifs. Le Toba, un lac long de 100 km sur 35 de large qui est en fait une immense caldeira, dont la dernière éruption date d'il y a environ 74 ou 74 000 ans et qui serait responsable d'une baisse brutale des hominidés, due à la période glaciaire qui s'en est suivie. Deuxième supervolcan, c'est en Italie, près de Naples, que l'on trouvera les champs Flegrea, une structure volcanique large de 13 km qui abrite un lac de lave souterrain à seulement 3 km de profondeur. La zone est sous étroite surveillance et pour cause, certaines portions du sol des champs Flegrea ont subi une surélévation de plus de 3 mètres depuis 1969. Plus loin, en Nouvelle-Zélande, se trouve le lac Taupo, qui est également surveillé de près vu son activité sismique et géothermique intense. Et enfin, le 4e supervolcan en activité connu à ce jour, la caldeira de Yellowstone aux États-Unis, qui cache dans ses sous-sols une gigantesque chambre magmatique dont les dimensions sont estimées à près de 100 km de long sur 20 km de large. Autant vous dire que je n'aimerais pas être juste à côté si ça vient à péter un jour. Et bien voilà les amis, cet épisode est terminé, j'espère que le sujet vous a plu ainsi que ma petite sélection d'infos. Il y a encore tellement de choses passionnantes à dire sur les volcans qu'il faudrait des dizaines d'épisodes de 10 minutes. Enfin bref, j'espère que vous avez au moins aimé celui-ci, si c'est le cas faites-moi plaisir et n'oubliez pas le pouce bleu, le partage et l'abonnement si ce n'est pas encore fait. Moi je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 19h précise pour un nouvel épisode, alors en attendant prenez soin de vous les amis, ciao.